Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains comportements semblaient irrationnels, voire étranges? Pourquoi certaines personnes réagissent de manière excessive ou au contraire sans aucune émotion? Eh bien, il s'agit probablement de mécanismes de défense. Pour vous expliquer ce que ça veut dire, on va imaginer que votre cerveau c'est comme un grand parc d'attractions et que les montagnes russes de l'inconscient vont vous faire prendre des virages inattendus et vous amener à faire des loopings mentaux. Bref, c'est un grand manège émotionnel qu'on vit tous avec notamment des mécanismes de défense qui sont là, comme des ceintures de sécurité pour vous protéger du stress, des conflits internes et de l'anxiété. Alors, afin de vous éclairer, nous allons découvrir ensemble les 11 mécanismes de défense que notre cerveau peut emprunter dans ce fantastique parc d'attractions qui est la structure névrotique. Mais juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à continuer mes vidéos. C'est pas grand chose, mais je vous avoue franchement que ça me motive énormément. Bon, je ne vous apprends rien, les mécanismes de défense en psychologie sont quand même assez connus. C'est un des socles très importants de la psychanalyse puisque ce sont des stratégies mentales que l'on utilise inconsciemment pour préserver notre estime de nous et pour protéger finalement le moi des conflits internes, de l'anxiété et du stress. Ces mécanismes sont donc de vrais réflexes psychiques, donc on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus et ils agissent à la manière d'un bouclier pour réduire notre tension émotionnelle. Mais attention, ils ne sont pas mauvais pour autant puisque ce sont en réalité des réactions normales face à l'anxiété et au stress. Par contre, s'ils sont utilisés de manière excessive, ils peuvent entraîner des comportements assez problématiques. Dans ma vidéo sur la différence entre la névrose et la psychose, je vous avais expliqué qu'il y avait 3 grandes structures psychiques. Alors aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la structure névrotique et explorer du coup les 11 mécanismes de défense adoptés dans cette structure-là pour que vous puissiez mieux les comprendre, mais surtout mieux les identifier chez vos patients. Alors le tout premier, c'est le refoulement. Mais vous le connaissez déjà. Et oui, je vous ai déjà fait une vidéo complète là-dessus, donc je vais pas vous saouler, puis ceux qui l'ont pas déjà vu, filez vite la voir. Le deuxième mécanisme de défense, c'est la répression. Alors, c'est en réalité le premier mécanisme de défense qui a été découvert par Freud, et c'est un mécanisme inconscient qui permet d'oublier quelque chose de mauvais ou de désagréable, comme par exemple, oublier qu'on a subi des violences sexuelles. La répression empêche que des pensées perturbantes ou menaçantes deviennent donc consciente. C'est une réponse au conflit et au stress qui, selon le DSM, permet d'éviter délibérément de penser à des problèmes, des désirs, des sentiments ou des expériences pénibles. Ces éléments perturbants sont donc écartés dans le préconscient, mais ils restent tout de même accessibles. La répression, c'est un outil réversible et fonctionnel. Le problème, c'est qu'à long terme, elle risque de créer de l'anxiété et peut également conduire à une dissociation ou à une fragmentation de la personnalité si elle est utilisée de manière excessive ou prolongée. Ensuite, il y a la dénégation. C'est un mécanisme de défense où l'on va nier, démentir, désavouer un sentiment ou bien se protéger d'un désir tout en le verbalisant. C'est-à-dire qu'on va se comporter comme si ces pensées ne nous appartenaient pas. Par exemple, je pourrais critiquer ma collègue, mais pas du tout. On peut donc l'utiliser pour éviter de faire face à des sentiments désagréables ou pour se protéger, pour protéger son estime de soi, en évitant de reconnaître ses responsabilités ou ses erreurs. Elle peut être temporaire ou persistante, mais surtout, elle peut créer des tensions dans les relations interpersonnelles et elle empêche la communication honnête et ça, c'est moins chouette. Parlons maintenant de l'inhibition. L'inhibition en psycho, ça fait référence à l'évitement ou à la réduction de certains comportements, de certaines pensées ou encore de certaines émotions parce qu'ils sont trop difficiles à supporter ou à gérer. L'inhibition peut apparaître à cause de la peur, de l'anxiété ou même de l'autocensure, mais ça peut aussi être un mécanisme de défense utilisé pour protéger notre ego ou éviter des conflits. Ça peut avoir des effets positifs ou négatifs, tout dépend du contexte. Il y a ensuite la rationalisation qui, elle, consiste à justifier ou à expliquer un comportement, une pensée ou une émotion de sorte à ce qu'elle paraisse logique et rationnelle, mais qui peut être inexacte ou trompeuse. Ce mécanisme permet de réduire l'anxiété et la tension qui seraient liées à une situation difficile ou conflictuelle, par exemple, en se persuadant soi-même que l'on agit de façon justifiée et que l'on ressent une émotion légitime. Quoi, moi je bois beaucoup? Mais non, c'est juste pour me détendre. Y a pas de mal à se faire du bien, non? La rationalisation peut être utilisée pour éviter de prendre la responsabilité de ses actions, pour minimiser les conséquences d'un événement négatif ou pour rationaliser des opinions ou des croyances controversées. Ça permet donc d'expliquer un fonctionnement ou un comportement autrement qu'à travers l'affect. Il faut tout de même savoir que la rationalisation peut être utile à court terme, mais ça peut entraîner une diminution de notre capacité à faire face à la réalité
Donc pas top quoi. Passons maintenant à un mécanisme que vous connaissez probablement puisqu'il est assez connu, c'est l'intellectualisation. Bon, ça c'est assez simple à comprendre, hein. On utilise des pensées rationnelles en se concentrant sur des concepts abstraits plutôt que sur des émotions ou des sentiments assez difficiles. Donc en gros, on va réfléchir, analyser et théoriser plutôt que de ressentir et d'exprimer ses émotions. On maintient donc ici une distance émotionnelle par rapport à une situation difficile, mais le problème c'est que dans certaines circonstances, ça nous empêche de traiter correctement des émotions difficiles ou de trouver des solutions émotionnellement satisfaisantes. Lorsque vous avez un patient qui use de ce mécanisme de défense, je vous invite vraiment à aller creuser ce qui se cache derrière, quelle émotion refuse-t-il de ressentir par exemple. Ensuite, il y a le déplacement. Toujours selon le DSM, le déplacement transfère un sentiment ou une réaction d'un objet à un autre substitutif qui est habituellement moins menaçant. Le déplacement peut concerner une autre personne ou un objet inanimé ou une situation. Dans certaines situations, c'est un moyen de transférer sa frustration ou son agressivité sur une personne ou un objet qui n'est pas l'objet initial de la frustration ou de l'agressivité. Le déplacement est à l'origine de phobies par exemple. Je vous rappelle l'exemple du petit Anse qui est très connu, dont la peur du père s'était déplacée sur le cheval. Ce déplacement permet de circonscrire la peur à une situation évitable et de résoudre un conflit d'ambivalence. Ici, l'enfant ne se sent plus menacé par son père, il peut éviter de le haïr, ce qui va donc diminuer sa peur et sa culpabilité. L'affect associé à une représentation mentale dangereuse se détache alors de celle-ci pour s'investir sur une autre représentation moins dangereuse afin de se défouler. En psychothérapie, c'est vraiment très intéressant, notamment dans les phobies par exemple, mais évidemment pas que. D'ailleurs, je vous invite à aller voir s'il n'y a pas un déplacement chez certains de vos patients. Passons maintenant à la formation réactionnelle, qui est une stratégie qui consiste à adopter un comportement opposé à celui qu'on ressent. Donc ça peut entraîner une totale déconnexion entre nos émotions avec soi-même mais aussi avec les autres. On l'observe souvent chez les personnes qui vont ressentir une forte honte ou culpabilité. Et cette défense, elle permet donc de concilier leurs fortes émotions avec leurs convictions morales. Et bien par exemple, Patrick qui ressent des pulsions agressives envers son collègue Jean-Marc. Il va alors adopter un comportement excessivement bienveillant et empathique comme moyen de défense pour lutter inconsciemment contre ces pulsions agressives. La formation réactionnelle permet donc de réprimer ces pulsions et de maintenir une apparence de contrôle, de moralité, même si ça peut être totalement contradictoire avec ses propres pensées et ses propres émotions. Et pour info, dans la névrose obsessionnelle, ce mécanisme est typique et pathologique. Alors maintenant, j'aimerais vous parler du retournement sur soi. C'est un processus par lequel la pulsion remplace l'objet extérieur, initial, par soi-même. La charge affective ne change pas, mais elle est retournée sur soi. Ce mécanisme concerne plus particulièrement l'agressivité qui peut se retourner donc envers soi-même sous forme d'auto-agressivité. Par exemple, le masochisme, mais ça peut aussi être les scarifications. L'énergie pulsionnelle appartient déjà au sujet, mais au lieu de l'extérioriser, elle est retournée vers lui. Dans le cas où il ne s'agit pas nécessairement d'agressivité, il sera donc négatif s'il conduit à une obsession de soi, à un isolement social ou à des ruminations excessives avec des pensées négatives. Avant de finir, voyons l'isolation. Ici, on va isoler une pensée ou un comportement de son affect, de son contexte affectif. La représentation est reconnue mais ne touche pas le sujet. On retrouve ce mécanisme dans les névroses obsessionnelles par exemple ou dans les états limites où on voit de l'indifférence en réaction à une trop grande vulnérabilité. Alors très souvent, l'affect est dévié en fait sur une autre représentation anodine qui deviendra alors obsédante. L'affect qu'on ne peut pas refouler, lui, est dévié. Par exemple, Claire, elle a perdu son père et elle refuse de parler de ses émotions. Elle se retire de sa famille, ne voit plus ses amis, elle évite même toute activité sociale et passe tout son temps à travailler pour éviter au maximum de faire face à sa douleur et à sa tristesse. Maintenant, pour finir, il y a la sublimation. La sublimation vient transformer une pulsion ou un désir sexuel en une activité socialement acceptée et valorisée. Par exemple, un individu ayant des pensées agressives peut les sublimer en pratiquant un sport de combat ou en devenant avocat pour défendre les droits des autres, par exemple. Et oui, vous verrez plus les avocats de la même manière. C'est un processus qui permet de canaliser des pulsions vers des comportements constructifs
et positif. Elle est aussi utilisée par notre appareil psychique pour surmonter des traumatismes ou des troubles émotionnels en transformant l'énergie négative en quelque chose de productif et d'utile. Voilà pour ces 11 mécanismes de défense, j'espère vraiment que c'est plus clair pour vous. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, eh bien mettez sublimation en commentaire et dites-moi quel est le mécanisme de défense que vous repérez le plus chez les autres. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir chaque semaine plein d'astuces sur le libéral. Le lien est évidemment en barre de description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao!